Akira est le gamin discret que personne ne remarque vraiment dans la vie, jusqu'à ce qu'un cercle magique entraîne sa classe dans un nouveau monde. Ça ressemble à une histoire d'isekai plutôt cool. Cependant, tout bascule quand il réalise qu'il possède des statistiques d'assassin surpuissantes et décide de les utiliser pour démasquer le faux plan héroïque du roi. L'histoire débute avec un assassin qui observe un bâtiment, quand soudain, il perçoit une forte présence tout près. Levant les yeux, ses pupilles s'écarquillent à Noaek sous le choc en réalisant que c'est le légendaire assassin silencieux. Malheureusement, notre assassin a la même cible que ce célèbre tueur. Malgré cela, l'assassin refuse d'abandonner sa cible sans combattre. Il tourne rapidement en rond autour de l'assassin silencieux et lui lance plusieurs couteaux, mais tous traversent son corps sans l'atteindre. Surpris et confus, l'assassin se prépare alors que les deux foncent l'un sur l'autre. Une bataille féroce s'ensuit et l'assassin silencieux le domine aisément avant de projeter la lame du malheureux assassin très haut dans les airs. L'assassin tente désespérément de le poignarder avec ses couteaux de doigts, mais l'assassin silencieux disparaît et réapparaît derrière lui en un instant. Le combat continue et l'assassin silencieux enfonce ses couteaux profondément dans la jambe et le bras de l'assassin. Le pauvre homme est réduit au silence pour toujours lorsque la lame projetée plus tôt retombe droit et lui transperce la poitrine. L'assassin silencieux tourne ensuite son attention vers la cible, serrant les dents avec un regard de vengeance tandis qu'il lève sa lame, prêt à achever sa tâche. L'histoire remonte alors sur Terre où le président du conseil des élèves est invité à sortir avec ses amis, mais Tsukasa décline poliment, expliquant qu'il doit finir de trier le budget du club. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Shiori est occupée à recoudre la veste d'un camarade et reçoit des éloges pour toujours aider les autres. Dans la salle de classe, les élèves discutent et rient, à l'exception d'un solitaire discret, Akira Oda, qui est assis seul, mangeant du pain tout en lisant un manga. Nad s'approche de lui, jetant un œil curieux et commentant qu'il apprécie aussi le même manga. Il demande à Akira s'il aime les histoires d'isekai, mais le solitaire répond nonchalamment qu'il lit juste tout ce qu'il peut trouver gratuitement. La plupart de la classe sait à peine qu'Akira existe car il ne se fait jamais remarquer et reste pratiquement invisible. Chaque fois que quelqu'un essaie de lui parler, cela semble irréel pour Akira. Ce qu'il ignorait, c'est que cela allait changer pour toujours. De nulle part, son téléphone s'éteint soudainement et tout le monde dans la classe se lève, confus. Shiori panique et crie avec le reste de la classe alors qu'un cercle magique lumineux se forme au-dessus de leur tête. En un instant, le cercle s'active et toute la classe est transportée dans un mystérieux monde isekai, tandis que certains élèves restent sous le choc, se demandant s'ils ont été pris dans une attaque terroriste, d'autres sont simplement soulagés d'être encore en vie. Soudain, un vieil homme apparaît devant eux et fait taire la foule en annonçant que le roi souhaite leur parler. Quelques élèves soupçonnent qu'il s'agit d'une sorte de cosplay élaboré et commencent à protester, confus, exigeant de savoir ce qui se passe. Le roi s'avance alors et explique qu'ils ont été invoqués dans un monde connu sous le nom de Morrigan au sein de la plus grande nation du continent humain, appelée Redis. Il leur dit que leur royaume vit dans la peur constante d'une invasion démoniaque. C'est pourquoi ils ont invoqué des héros d'un autre monde pour vaincre le seigneur démon. Nads est ravi car il a toujours adoré les histoires d'isekai et même Akira ressent une étrange étincelle d'excitation. Le vieil homme s'approche alors et explique que parmi eux, un seul sera choisi comme le véritable héros. Il demande aux élèves de placer leurs mains une par une sur un cristal lumineux. Daisu se précipite avec enthousiasme, posant sa main sur le cristal, et le vieil homme lui dit d'imaginer son statut dans son esprit. Le cristal identifie Daisu comme un dresseur, et le vieil homme l'assure de ne pas s'inquiéter, car ses capacités dépassent déjà celles des gens ordinaires de ce monde, ce qui signifie qu'il a un grand potentiel pour devenir un champion. Ensuite, Yuki s'avance et se révèle être une mage de dissipation, suivie de Tomoyasa, qui s'avère être un chevalier, puis de Shiori, dont le rôle de guérisseuse correspond parfaitement à sa personnalité douce et attentionnée. Alors que les autres s'impatientent, le vieil homme leur dit qu'ils peuvent vérifier leur statut en criant « statut » à voix haute sans toucher le cristal. Nanae se révèle être une mage du vent, tandis qu'Akira devient un assassin. Quand Akira jette un œil aux autres statuts, il remarque quelque chose d'étrange car ses propres statistiques semblent complètement démesurées, dépassant de loin celles de tous les autres, presque comme si elles étaient buggées. Pendant ce temps, c'est au tour de Tsukasa, et comme prévu, le président de classe se révèle être le héros dont la puissance d'attaque est déjà le double de celle d'un soldat pleinement entraîné dans ce monde. Tandis que tout le monde admire le héros, Akira est troublé par le fait que ses propres statistiques sont encore plus élevées que celles de Tsukasa. Alors que le nombre d'élèves restants diminue et que son tour approche, Akira commence à se méfier de l'histoire concernant le seigneur démon. Bien qu'il n'ait aucune raison concrète d'en douter, quelque chose lui semble étrange, alors il décide d'être prudent. En parcourant son tableau de compétences, il découvre une compétence appelée présence dissimulée, qu'il active et disparaît juste avant son tour. Une fois que le vieil homme a fini d'enregistrer les statistiques de chacun, il leur ordonne de se reposer dans leur quartier et Akira les suit silencieusement à distance. Levant les yeux, il aperçoit une caméra cachée et réalise qu'ils sont surveillés, ce qui confirme ses soupçons que le roi cache quelque chose. Alors qu'il part, le commandant royal, Saren Mitre, jette un coup d'œil dans sa direction et sourit. Cette nuit-là, Akira trouve une vieille pièce abandonnée et rouillée dans le château et décide d'y passer la nuit, mais sort plus tard pour recueillir des informations. En sortant et en admirant le paysage, il réalise qu'ils ont vraiment été transportés dans un autre monde. Testant ses capacités, il saute de toit en toit et est impressionné par sa force physique, se demandant si c'est le genre d'amélioration souvent décrite dans les histoires d'isekai qu'il a lues.
Soudain, il entend une conversation et décide d'écouter aux portes. Se faufilant plus près, il aperçoit la princesse parlant avec le roi, qui lui ordonne de tenir les élèves invoqués éloignés des archives, afin qu'ils ne découvrent pas trop de choses sur ce monde et ne deviennent pas des obstacles à son plan. Akira ne peut pas distinguer tous les détails, mais il est certain que le roi prépare quelque chose de louche. Il tire sa dague, envisageant d'assassiner le roi sur le champ, mais y renonce et se retire pour éviter d'attirer l'attention. Le lendemain matin, pendant que tout le monde prend son petit déjeuner, Akira les rejoint discrètement, toujours dissimulé, observant le groupe et se demandant s'il devrait les avertir de ce qu'il a entendu, bien qu'il doute que quiconque le croie. Juste à ce moment-là, Tsukasa se lève et s'adresse à la classe, disant qu'ils sont devenus plus forts et qu'il est de leur devoir d'aider les habitants de ce monde. Il annonce son intention d'accepter la quête de soumission du roi démon et demande à tous de le rejoindre. Les élèves acceptent avec enthousiasme, laissant Akira réaliser qu'il n'a aucune chance de les convaincre. Plus tard ce jour-là, tous les élèves sont présentés à Saren Mitre, le commandant des chevaliers du royaume, qui est accompagné de son vice-commandant, Gilles, et ensemble, ils sont chargés d'entraîner les élèves invoqués. Saren les informe que leur entraînement durera 1 mois, après quoi ils seront emmenés au labyrinthe souterrain pour leur première mission. Tandis que les autres écoutent attentivement, Akira reste caché à proximité, observant tout et décidant que pour l'instant, il est préférable de se concentrer sur la collecte d'informations. Pendant ce temps, Saren dit à Gilles de gérer les choses en son absence et s'éclipse. Akira se dirige finalement vers la fontaine du château, ignorant que Saren l'a suivi. Le commandant apparaît soudainement à ses côtés, lui demandant s'il cherche quelque chose, ce qui surprend Akira qui se demande si sa compétence de dissimulation a une limite de temps. Saren répond à ses inquiétudes et explique qu'il possède des yeux mystiques qui lui permettent de percevoir les différences de température, ce qui lui permet de voir à travers les capacités de dissimulation. Quand Akira tend la main vers sa dague, Saren l'assure calmement qu'il n'a aucune intention de le démasquer, même devant le roi. Toujours méfiant, Akira demande si Saren est du même côté que le roi, ce à quoi Saren répond que l'ordre de la nuit en veut au régime actuel et laisse entendre qu'il serait préférable de garder leur conversation secrète. Akira accepte prudemment ce geste amical et les deux s'assoient ensemble près de la fontaine. Il dit à Saren qu'il souhaite accéder aux archives royales car il ne connaît rien de ce monde. Saren s'enquiert de son niveau de compétence de dissimulation et est surpris d'apprendre qu'il est déjà au maximum. Quand Akira admet que ses autres compétences sont toujours au niveau 1 et qu'il n'a aucune idée de comment les augmenter, Saren sourit et promet de lui enseigner personnellement comment les maîtriser. Pour une raison quelconque, Akira se sent sincèrement excité. Pourtant, au fond de lui, il reste inquiet de trouver un moyen de retourner sur Terre, là où vit sa famille. Il demande au commandant Saren s'il connaît une méthode pour retourner dans son monde. Mais comme prévu, le commandant secoue la tête, expliquant qu'il n'en a aucune idée et conseille à Akira de se concentrer sur le fait de devenir plus fort pour l'instant. Saren promet de le former pour en faire un assassin de premier ordre et en retour demande au garçon de partager des connaissances sur son propre monde. Akira accepte et après une poignée de main ferme, leur entraînement commence officiellement. Au cours des jours suivants, Saren explique divers aspects de ce monde, lui parlant de l'existence des elfes et des hommes bêtes, chacun vivant sur ses propres continents séparés. Il soumet Akira à des exercices difficiles et quand le garçon se plaint, Saren explique patiemment que si les niveaux de classe augmentent en combattant des monstres, les niveaux de compétences, eux, s'élèvent grâce à un entraînement persistant. Pendant leurs entraînements, Akira parle de la vie sur Terre, partageant des histoires sur les avions et la technologie sans fil, ce que le commandant trouve absolument fascinant. Akira admet que ces choses lui semblaient autrefois si ordinaires qu'il ne leur avait jamais accordé d'importance, mais maintenant qu'il n'y a plus accès, il réalise à quel point elles lui manquent. Alors que le mois passe, Gilles s'approche de Saren, se plaignant de la difficulté d'entraîner tout le groupe seul, pendant que Saren était occupé à enseigner à Akira. Saren le repousse, disant que le gamin est bien trop intriguant pour être ignoré, et ajoute que d'après ce qu'il a appris, Akira vient du même endroit que le premier héros, connu sous le nom de Japon. Quand Saren mentionne que le gamin a sa compétence de dissimulation au niveau maximum, Gilles est visiblement surpris car c'était un exploit que seul le premier héros avait jamais réalisé. À ce moment-là, Akira entre, tenant un livre, et admet qu'il s'est faufilé dans les archives pendant la nuit pour lire. Il pose le livre sur la table, s'enquérant de son contenu, et découvre que ce chef-d'œuvre a été écrit par le commandant lui-même. Le commandant explique que le roi actuel est un souverain corrompu qui cherche à tordre les lois naturelles du monde pour sa propre ambition, peu importe le nombre de vies perdues. En entendant cela, Akira serre les poings et avoue qu'il était à 2 doigts d'assassiner le roi le jour même de l'invocation, mais qu'il a finalement hésité. Saren pose une main sur son épaule et lui dit qu'être étiqueté assassin ne signifie pas qu'il doit vivre comme tel. Akira rit doucement et acquiesce, disant que sa mère et sa sœur pleureraient si jamais elles apprenaient qu'il était devenu un meurtrier. Le commandant l'assure qu'il croit qu'Akira survivra et trouvera un moyen de revenir. Quand Akira demande curieusement pourquoi Saren lui fait confiance si facilement, le commandant sourit et explique que c'est parce que le garçon a fait preuve d'une prévoyance et d'un sang-froid remarquables. Il souligne comment Akira a remis en question la situation et a agi avec prudence dès le moment de l'invocation, plutôt que d'accepter aveuglément ce qu'on lui disait, ce qui prouve son potentiel en tant que personne qui pense au-delà de ce que les autres peuvent voir. Akira se confie sur le fait qu'il avait toujours été un personnage de second plan depuis l'enfance, quelqu'un qui se fondait dans la foule et était à peine remarqué par quiconque. Recevoir de véritables éloges pour la première fois lui procure un sentiment de chaleur.
Au fur et à mesure que l'histoire avance, le groupe de héros invoqués est escorté vers le labyrinthe, où une grande foule les acclame avec admiration. Au milieu du bruit, Akira remarque une mystérieuse silhouette encapuchonnée qui fixe le groupe de loin. Il apparaît à ses côtés, surprenant la femme, et lui demande ce qu'elle regarde. Elle répond avec colère, disant que de grands sacrifices ont été faits pour invoquer ces soi-disant héros. Avant de partir, elle dit à Akira qu'elle a le sentiment que leurs chemins se croiseront à nouveau bientôt. Plus tard ce jour-là, à l'intérieur du labyrinthe, les héros invoqués repoussent des vagues de monstres avec enthousiasme et esprit d'équipe. Cependant, l'un des élèves se fatigue et s'appuie contre un mur, déclenchant sans le savoir un piège caché qui invoque une horde d'ogres. Akira suggère rapidement à Saren qu'il devrait le battre en retraite, tandis que le commandant accepte et utilise sa lame pour déchaîner une compétence d'épée divine, ouvrant un chemin pour s'échapper. Au moment où ils montent l'escalier, un autre groupe d'ogres leur bloque le passage. Tsukasa, le héros, commence à paniquer avant de se souvenir de la bombe fumigène que la princesse lui avait donnée pour les urgences. Il la lance vers les ennemis et sourit de soulagement, seulement pour que ce soulagement disparaisse, alors qu'un minotaure massif, bien au-delà de leur capacité, émerge de la brume. Agissant par instinct, Akira s'élance et tente de poignarder la bête, mais à son grand choc, sa dague se brise au contact de la peau épaisse de la créature. Akira trouve le héros dans un état misérable et essaie de lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de protéger tout le monde et qu'il devrait aussi compter sur les autres. Akira réalise vite que quelque chose n'est pas normal et appelle Yuki, la mage de dissipation. Il lui demande de lancer sa magie sur lui, et le héros semble avoir été maudit. Akira se précipite et dit au commandant qu'il souhaite utiliser sa compétence spéciale. Saren approuve et aide à distraire la bête en utilisant un éclair sur elle, pendant qu'Akira se place derrière le monstre et active sa magie des ombres. Une magie sombre apparaît sous notre jeune homme et il la dirige vers le Minotaure. Des tentacules en sortent, et juste au moment où la bête se libère du choc de la foudre, les tentacules sombres transpercent son corps. Akira utilise tous ses pouvoirs et traîne le Minotaure au sol. Sa tête est tranchée et toute la bête est absorbée par la magie noire. Après cela, Akira est vraiment épuisé et la magie devient incontrôlable. Saren apparaît devant lui et pose sa main sur le garçon, lui demandant de se calmer. Notre jeune homme se détend et sourit, disant au commandant qu'il a survécu. Alors qu'il rentre en toute sécurité, le commandant Saren remercie notre jeune homme, mais Akira admet que ce n'était que parce qu'il l'avait soutenu. Sinon, la magie noire qu'il a utilisée était devenue incontrôlable lorsqu'il s'était entraîné auparavant. Saren soutient qu'il n'a même jamais entendu parler d'une compétence supplémentaire appelée magie des ombres. Et même si c'est une force redoutable, son contrôle est insuffisant et peut être fatal. Il conseille à notre jeune homme d'être prudent lorsqu'il l'utilise. Le commandant donne ensuite un katana à notre ami et lui dit qu'il a été forgé par le premier héros. Akira le tient et demande pourquoi il le lui donne à lui plutôt qu'au héros actuel. Saren explique que premièrement, Tsukasa possède déjà la lame du héros, et deuxièmement, le roi pourrait le remarquer. Il révèle qu'il l'a en fait volé dans la chambre du trésor, et c'est ce qui explique pourquoi il la lui a donnée à lui. Akira cherche alors une inscription sur la lame, et Saren lui dit qu'il ne peut pas la lire. Akira réalise que c'est du japonais et dit qu'il y a une prière écrite pour que la lame guide son successeur le moment venu. Le maître et l'élève expriment tous deux leur souhait d'avoir pu rencontrer le premier héros. Lorsque la question de la malédiction sur Tsukasa est soulevée, Akira soutient que la malédiction est si puissante qu'elle ne se brise tout simplement pas. Le commandant dit qu'il pourrait savoir qui est responsable et décide de partager l'information avec le garçon. Plus tard cette nuit-là, pendant que la princesse jette la malédiction sur le héros, Akira apparaît et brise le cristal en deux. Il prend le cristal et pointe sa lame sur la princesse, exigeant de savoir pourquoi elle fait cela. La seule chose que la princesse répond, c'est que tout cela est pour le roi. Après avoir échoué à la faire parler, Akira s'en va et la princesse ouvre une armoire, révélant de nombreux cristaux maudits, chacun appartenant aux enfants qui ont été invoqués. Akira montre le cristal au commandant et Saren lui demande s'il a révélé son visage à la princesse. Le garçon admet qu'il a fait une erreur et voulait seulement entamer une conversation avec elle, bien que cela ne se soit pas passé comme prévu. Saren explique qu'elle n'est qu'une marionnette du roi et dit au garçon de se reposer pour la nuit. Quand il le prévient d'éviter de dormir à l'intérieur du château, Akira demande la raison. Le commandant explique que maintenant la princesse pourra maudire tout le monde, sauf le héros. Et comme elle ne peut pas maudire Akira puisqu'il n'a jamais révélé son statut, elle préférerait le faire assassiner. Akira demande à l'homme s'il n'est pas en colère contre lui pour avoir agi si imprudemment, sur quoi le commandant, exprimant son affection paternelle, répond doucement que les aînés ont le devoir de couvrir leurs jeunes. Le lendemain, Akira se réveille au son de l'agitation. Il se dirige vers la fontaine du château et y trouve une foule de gardes rassemblés. Curieux, il demande ce qui s'est passé et l'expression de Tsukasa devient triste alors qu'il mentionne que c'est Saren. L'assassin se précipite et trouve son maître gisant sans vie sur le sol, une dague plantée en plein cœur. Il crie de douleur, pleurant la perte de sa seule famille dans ce monde, mais ses camarades de classe maudits le traitent d'impudent et l'accusent d'avoir commis le meurtre, arguant que la dague lui appartient. Akira essaie d'expliquer qu'ils ont tous vu sa dague se briser, mais la foule endoctrinée refuse d'écouter. Tsukasa prend sa défense, mais le roi apparaît et ordonne à ses soldats de s'occuper du meurtrier, tandis que la princesse rit.
Akira active alors présence dissimulée et disparaît de la scène en un instant. Il appelle Jill, qui recule légèrement et l'informe que les responsables sont l'escouade d'assassinat direct du roi, connue sous le nom des Corbeaux de la Nuit. Il lui dit qu'ils sont maintenant à ses trousses. Giles lui ordonne de prendre son équipement de voyage dans la chambre du commandant et de s'échapper immédiatement. Akira suit les instructions et se demande si sa reine avait déjà anticipé cette issue. Cette nuit-là, le roi tient une audience avec la princesse et remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que le commandant tombe si facilement. La princesse rapporte que la malédiction sur tout le monde, sauf le héros, est terminée. Il prévoit de faire la guerre au royaume de l'Est et d'utiliser les héros invoqués comme des pions jetables. Le roi est confiant qu'Akira mourra quelque part dans la forêt, mais pour assurer sa sécurité, il ordonne à la princesse d'envoyer les corbeaux de la nuit à sa poursuite. Pendant ses jours d'entraînement, sa reine avait dit à Akira que le meilleur endroit pour se cacher quand on était poursuivi était le labyrinthe, bien que le seul problème là-bas serait une pénurie d'eau. Sa reine lui avait conseillé d'être prudent à ce sujet et avait mentionné que pour augmenter ses niveaux de compétences, il pourrait s'aventurer plus profondément dans le labyrinthe. Quand Akira a demandé pourquoi tout le monde ne faisait pas simplement cela, le commandant a expliqué à quel point cela pouvait être dangereux. Il a dit au garçon que sa compétence de dissimulation ne serait pas suffisante pour tromper le sens de l'odorat et de l'ouïe améliorée que possèdent les monstres de niveau supérieur. Cependant, s'il parvenait à améliorer son niveau de compétence d'assassin, il pourrait un jour effacer son odeur, son bruit ou même sa chaleur corporelle. Akira suit toutes les instructions et après plusieurs jours, il a atteint le niveau 69. Le commandant lui avait dit qu'une fois le niveau de classe 100 atteint, une compétence spéciale s'éveille et Akira est certain que cela lui donnera le pouvoir nécessaire pour survivre. Sa reine lui avait aussi expliqué le fonctionnement du labyrinthe par étage, avec un boss puissant tous les 10 niveaux. Se souvenant de tout cela, Akira se tient maintenant devant l'immense porte menant au boss du 70e étage. Sa reine l'avait autrefois prévenu qu'une fois entré dans la salle d'un boss, personne ne peut en sortir avant la mort du boss ou du challenger. Akira sait que le risque est immense, mais le potentiel de croissance est encore plus grand, alors il avance et entre dans la pièce. Là, il affronte un lion monstrueux avec des cobras jaillissant de son corps. Le lion serpent le lacère, lui infligeant de profondes blessures, mais Akira refuse de céder, sachant que s'il meurt, il perdra sa chance de rentrer chez lui et son espoir de venger sa reine. Le boss le repousse avec une force brutale et sans autre option, Akira déchaîne sa magie des ombres à pleine puissance. Des tentacules sombres jaillissent, déchiquetant la bête monstrueuse en d'innombrables morceaux avant qu'Akira ne s'effondre d'épuisement. Alors qu'il gît inconscient, sa magie des ombres s'active d'elle-même, enveloppant entièrement son maître et commençant à soigner ses blessures grâce au mana stocké. Pendant ce temps, au château, le héros Tsukasa prépare ses camarades pour leur quête contre le Seigneur Démon, mais la tension monte alors que les élèves blâment Akira pour la mort du commandant Saren. Se souvenant de ce que Giles leur avait dit sur la malédiction, Tsukasa décide de partir seul, mais quelques-uns de ses camarades se lèvent pour l'accompagner. Leur requête est facilement approuvée car le roi ne peut refuser son propre décret ordonnant aux héros de tuer le Seigneur Démon. Avant leur départ, Tsukasa leur demande pourquoi ils ont choisi de le rejoindre. Yuki explique qu'aucun d'eux n'est maudit et qu'elle l'a confirmé grâce à ses capacités de mage de dissipation. Kyusuke ajoute qu'il pense que cela pourrait être lié à ses propres actions, se souvenant avoir brisé des cristaux dans une étrange pièce. Bien que son souvenir de l'événement reste flou, tout ce dont il se souvient ensuite est de tenir un katana. Il semble que cela soit lié à la compétence unique de Jules, la suggestion, qui peut forcer quelqu'un à agir quelle que soit la force de la malédiction qui l'afflige. Ayant veillé à ce que le dernier souhait du commandant soit exaucé, Jules ressent un soulagement et prie silencieusement pour la sécurité et le succès des héros. Pendant ce temps, Kyusuke réalise que s'ils veulent vraiment vaincre le Seigneur Démon, ils doivent trouver Akira et unir leurs forces avec lui. Il regrette profondément de ne pas s'être exprimé plus tôt et se reproche d'être resté silencieux sous l'influence de la malédiction. Ses pensées reviennent à un souvenir de leur temps sur Terre quand il a découvert qu'Akira avait des petits boulots mal payés. Akira lui avait demandé de ne rien dire à personne, surtout pas à sa jeune sœur Yu, car il ne voulait pas qu'elle s'inquiète pour lui. Au cours de cette conversation, les deux garçons ont découvert que leur sœur était en fait de proches amis. L'histoire revient ensuite à Akira qui reprend conscience après s'être remis de ses blessures. Par coïncidence, il avait lui aussi bu de Kyushu et espère silencieusement que son ami est en sécurité. En se levant, il remarque que toute sa douleur a disparu. Vérifiant son statut, Akira constate que ses statistiques ont explosé, ses points de vie sont entièrement restaurés et même ses côtes cassées et ses jambes empoisonnées sont complètement guéries. Il réalise aussi que sa magie des ombres a gagné 2 niveaux et est bien plus facile à contrôler. Déterminé à avancer et à découvrir la vérité derrière sa nouvelle force, Akira s'aventure plus profondément dans le labyrinthe. Finalement, il atteint le 70e étage où un slime tombe soudainement d'en haut. Instinctivement, il recule et se demande ce qu'un slime fait à un niveau si profond et dangereux. Alors qu'il le tranche, une elfe d'une beauté frappante en sort, comme une invocation de gacha. Akira décide enfin d'utiliser sa compétence Yeux du Monde, qu'il évitait depuis longtemps. Instantanément, un flot d'informations accablant inonde son esprit, provoquant une vive douleur à la tête, et il annule précipitamment la compétence, décidant de ne plus l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité. Juste à ce moment, l'Alpha Melia reprend conscience.
Akira lui demande si elle va bien, et du bref instant où il a eu ses yeux du monde actif, il sait déjà que ses PV sont tombés dangereusement bas et qu'elle possède aussi la même compétence yeux du monde. Regardant autour d'elle, confuse, Amelia demande où elle est et Akira explique qu'ils sont dans le grand labyrinthe de Kantinen. Elle lui demande ensuite ce qu'il fait là et l'appelle même par son nom, ayant déjà vérifié son statut avec sa propre compétence. Quand elle se sent en sécurité, Amelia se détend et s'effondre à nouveau, perdant connaissance. Réalisant qu'elle a de la fièvre, Akira la ramène doucement au 69e étage, où se trouve une source d'eau. Après un certain temps, l'elfe se réveille, faible et affamé. Akira lui offre d'abord de l'eau, l'aidant à boire, puis lui donne de la nourriture tout en engageant une légère conversation. Pendant le repas, Emilia demande curieusement si c'est lui qui l'a porté jusqu'ici et s'il a tenté quoi que ce soit d'indécent. Akira la rassure en disant qu'il est un gentleman pour qu'elle puisse se reposer tranquillement sans souci. Alors qu'Akura dit à Emilia de se reposer davantage maintenant qu'elle a mangé, elle s'allonge et mentionne nonchalamment qu'elle est de sang royal. Akura répond calmement qu'il le sait déjà. Emilia admet alors que personne ne l'a jamais traité avec une telle gentillesse auparavant et peu après, elle se rendort. Akira active sa compétence de détection de danger pour assurer leur sécurité avant de s'assoupir lui aussi. Le lendemain, alors qu'Akira continue de descendre plus profondément dans le labyrinthe, Emilia le suit et utilise sa puissante magie de gravité pour l'aider en chemin. Quand Akira lui demande pourquoi elle le suit, elle prétend qu'elle se dirige juste dans la même direction. Akira lui dit qu'elle devrait se concentrer sur sa propre protection, alors qu'ils entrent tous deux dans la salle du boss du 8e étage. À l'intérieur, ils sont confrontés à un dragon bleu massif qui déchaîne une attaque de souffle dévastatrice en guise de cadeau de bienvenue. Akira et Emilia utilisent ensemble la magie de dissimulation et de gravité, mais la force écrasante du dragon envoie Akira voler. Emilia lui conseille rapidement de fondre son mana dans l'environnement car le dragon peut le sentir. Mais comme Akira n'a aucune idée de comment faire, il décide de tenter l'inverse. Il canalise tout son mana vers l'extérieur, créant une distorsion qui perturbe l'essence du dragon, puis frappe rapidement, poignardant la bête et la vainquant. Juste à ce moment, le corps du dragon commence à luire et de la lumière déclinante, un chat noir avec un sceau rouge sur le front apparaît devant eux. Emilia vérifie et dit que le chat n'a pas encore rendu l'âme et est seulement affaibli. Elle révèle aussi qu'il possède une compétence supplémentaire appelée métamorphe, ce qui explique pourquoi le chat était sous forme de dragon. Elle utilise ensuite ses yeux du monde et révèle que son nom est Chat Noir. Quand Emilia demande à Akira pourquoi il n'utilise pas ses yeux du monde, il répond qu'il ne peut pas les contrôler correctement car ils ne sont qu'au niveau 1. Mais elle soutient que c'est simplement parce qu'il continue de les rejeter. À ce moment, le chat reprend conscience, dégoûté, à l'idée d'être vaincu par des faibles comme un humain. Le chat parlant déclare qu'il a été créé par le Seigneur Démon et se dit fièrement intelligent. Quand Akira avertit le chat d'arrêter d'agir avec arrogance, il lui demande calmement de mettre fin à sa vie, mais le prie de d'abord lui laisser délivrer un message du Seigneur Démon. Le corps du chat lui d'une aura rouge alors qu'il dit que le Seigneur Démon souhaite qu'Akira le rencontre dans son château, au cœur du continent démoniaque, un volcan. Akira trouve la situation étrange et demande comment le Seigneur Démon savait qu'il finirait ici, mais le chat répond qu'une telle connaissance dépasse son entendement. Après avoir rempli son rôle, le chat insiste pour qu'Akira l'achève, mais il refuse et tente plutôt de trouver un moyen de le sauver, mal à l'aise à l'idée que toute la race démoniaque soit leur ennemi. Amelia essaie de faire comprendre à Ashera que la porte ne s'ouvrira pas tant qu'un côté ne sera pas mort. Et quand le chat noir lui demande pourquoi il ne l'achève pas déjà, Akira invente une excuse boiteuse. Il adore simplement les chats et est surtout impressionné qu'il puisse parler. Le chat noir se moque de lui et dit qu'il est libre de mourir de faim ici, mais Akura soutient qu'il doit y avoir une sorte de faille. Emilia révèle finalement qu'un pacte maître-serviteur pourrait fonctionner et même si elle et le chat noir expliquent les risques de mort pendant le processus, Akira décide de tenter le coup. Il s'assied à côté du chat et demande à Emilia de le guider à travers le processus. L'elfe lui dit de d'abord donner un nouveau nom au chat et alors qu'Akira presse sa main contre sa douce fourrure noire, il décide de l'appeler Nuit. L'étape suivante est de prendre la patte du chat et d'y verser son mana. Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière une fois commencé, Emilia s'inquiète pour lui, mais Akira la rassure en disant qu'il n'a pas l'intention de mourir. Il fait ce qui est demandé et se retrouve soudainement noyé dans une vaste mer jusqu'à ce qu'il tombe du ciel au-dessus d'une ville en flammes. La scène semble tout droit sortie des souvenirs de Nuit, le montrant semant le chaos partout. Akira lui crie d'arrêter, mais le chat se retourne contre lui et le défie de tirer sa lame et de le vaincre s'il souhaite revenir vivant. Nuit avertit Akira que si son âme meurt ici, son corps deviendra un cadavre vivant et quand il est griffé dans ce monde, cela se reflète dans la réalité alors que du sang commence à couler de son oreille, inquiétant Emilia pour sa sécurité. Akira trompe le chat en lui faisant croire qu'il donne tout et quand le chat attaque, il le laisse intentionnellement le poignarder en souriant. Quand le chat dit qu'il n'a qu'à l'achever, Akira répond calmement que cela n'arrivera pas et souligne que le chat ne veut pas vraiment tuer non plus. Le chat insiste sur le fait qu'il est un monstre parlant, mais Akira rétorque qu'aucune règle ne dit que les monstres doivent détruire les autres races. Il apaise la créature et l'assure qu'il gardera un œil sur elle pour que rien de tel n'arrive plus jamais. Alors que le monde commence à s'estomper, Akira et le chat se réveillent dans la réalité.
Quand Akira touche le chat, la couleur du seau change, marquant que leurs âmes sont maintenant liées. Emilia se sent soulagée et heureuse, tandis qu'Akira se présente correctement au chat. Nui le trouve intéressant et lui jure fidélité. Puisqu'il n'est plus le boss d'étage, le labyrinthe reconnaît le changement et un portail de téléportation lumineux et bleuté apparaît. Nuit étant affaiblie et ayant besoin de repos, les trois décident de rester un moment dans la chambre pour se détendre et discuter, sachant qu'aucun monstre ne peut les espionner ou lancer une attaque surprise. Ils profitent de ce moment paisible pour apprendre à mieux se connaître. Pendant ce temps, Tsukasa et le reste de la bande arrivent à un endroit appelé Yamato, qui dégage une forte ambiance japonaise, ayant été fondé par le premier héros. Ils passent du temps à essayer de nouveaux vêtements et à goûter la délicieuse cuisine locale, après avoir profité d'un bain chaud relaxant. Yukite et Shiori semblent aussi passer un excellent moment. Une fois installés, Tsukasa commence à analyser leur situation actuelle et souligne qu'ils sont presque fauchés, après quoi Nanae suggère qu'ils pourraient devenir aventuriers pour gagner de l'argent et couvrir leurs dépenses. Après s'être mis d'accord, Tsukasa dit que le problème suivant est leur manque d'informations sur ce monde. Daisuke mentionne qu'il pourrait y avoir un livre quelque part expliquant comment retourner sur Terre, mais Tsukasa pense que vaincre le Seigneur Démon serait le moyen le plus rapide. Quand Kyusu lui demande pourquoi il pense cela, Tsukasa explique que puisque le roi et la princesse les ont invoqués, il pourrait aussi connaître une méthode pour les renvoyer, c'est pourquoi il veut accumuler des exploits pour gagner le droit de négocier avec eux. Ils planifient pour le continent démoniaque une fois qu'ils auront assez de fonds et d'informations, mais Kyusu conseille qu'il serait préférable de se regrouper d'abord avec Akira. Il explique qu'Akira est bien plus fort que tous et même s'il est incertain qu'il accepte de travailler avec eux, il devrait l'attendre ici et s'entraîner pour devenir assez fort pour se tenir à ses côtés afin de le convaincre de rejoindre leur cause. Alors que l'histoire revient, Emilia raconte son histoire tragique de comment sa sœur Kilika l'a poussée vers une falaise où tous les siens se sont dressés contre elle et l'ont forcée à sauter. Quand elle a repris conscience, elle s'est retrouvée loin de son pays, allongée sur le rivage où elle a été avalée par un slim noir. Elle explique que lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée devant Akira. Nui se demande comment le slim l'a laissé non digéré, mais Emilia est reconnaissante à la créature car elle l'a menée à rencontrer Akira. Akira essaie de la convaincre de revenir et de régler les choses, disant que les conflits entre frères et sœurs sont normaux, mais Emilia refuse catégoriquement, insistant sur le fait qu'elle ne peut jamais revenir. L'assassin partage ensuite une histoire sur sa propre sœur, se souvenant comment il avait offert un téléphone portable à Yu et qu'elle s'était fâchée contre lui pour avoir trop travaillé pour l'acheter. Leur mère malade avait essayé de les calmer et Akira explique que les disputes familiales sont normales et qu'ils se réconcilient toujours et en ressortent plus forts. Quand Nui souligne que la famille d'Akira est toujours dans l'autre monde, Akira admet qu'il veut revenir, mais qu'il a d'abord quelque chose à régler. Il parle de venger la mort de sa reine, qui lui a tout donné, et regrette que le commandant puisse encore être en vie sans lui. La pensée de la vengeance lui fait perdre son sang-froid et son mana s'emballe. Avant qu'il ne le submerge, Emilia crie son nom et le ramène à la raison. Après qu'il se soit calmé, Nui et Emilia lui demandent s'il parlait de Saren Mitre, et il s'avère que le commandant était célèbre à travers les continents. Pour détendre l'atmosphère, Akira tend ses gants vers Nui et comme prévu, les instincts du chat se manifestent. Il explique comment il jouait avec les chats errants et Akira et l'elfe commencent tous deux à câliner le chat. Nui dit à son maître d'être un peu plus sérieux, lui rappelant que leurs âmes sont maintenant liées et si l'un d'eux devait mourir, l'autre mourrait aussi. Cependant, comme effet secondaire de ce lien, ils obtiennent de l'avantage de pouvoir communiquer entre eux, quelle que soit la distance qui les sépare. Emilia devient jalouse, souhaitant avoir été celle qui a partagé son âme avec Akira au lieu du chat. Après s'être reposé, le groupe marche vers le cercle bleu. Emilia explique que selon le mythe, un cercle bleu pâle a le potentiel d'emmener quelqu'un où il souhaite aller. Elle ajoute que si plusieurs personnes l'utilisent, il choisira une personne au hasard et la téléportera à la destination désirée. Dans ce cas, Emilia et Nui souhaitent aller où Akira veut et les trois entrent dans le cercle. Akira envisage brièvement de se téléporter sur sa propre planète, se demandant si le cercle magique pourrait réellement le faire, mais il écarte rapidement cette pensée, sachant qu'un tel souhait devrait attendre. Alors qu'ils sont téléportés, Emilia est effrayée en réalisant qu'ils sont arrivés sur le continent forestier où vivent les elfes. Elle dit qu'elle n'était pas encore prête à revenir, et juste à ce moment, une flèche vole vers eux qu'Akira sent rapidement et tire Emilia hors de danger à temps. Il neutralise immédiatement l'attaquant et Emilia reconnaît l'elfe comme étant Liam. Liam la traite de traîtresse et lui dit qu'il n'y a plus de place pour elle dans le royaume. Akira le frappe au cou, l'assommant, mais avertit Emilia qu'ils sont encerclés. À ce moment, sa sœur apparaît, marchant vers eux avec de la colère dans les yeux et appelle Emilia l'enfant de la flétrissure. Akira réalise que la tension entre les sœurs est bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Alors que l'histoire remonte le temps, Emilia se souvient de son passé lorsqu'elle était escortée par les gardes royaux. Elle leur dit qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour elle. Mais puisque le roi est absent, ils insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas risquer de laisser la princesse seule. Emilia observe sa sœur s'entraîner et travailler dur sur ses compétences, admettant que Kilika semble bien plus capable qu'elle et se sent sincèrement impressionnée.
Les gardes royaux sont d'accord avec elle, bien qu'ils lui rappellent qu'elle est destinée à devenir la future dirigeante. Un jour, Liam, son fiancé, s'approche de la princesse et lui dit qu'il annule leurs fiançailles. Elle répond calmement que son père est celui qui prend ce genre de décision, mais Kilika intervient, répétant les mêmes mots que Liam avec un sourire, et l'appelle même l'enfant de la flétrissure. Plus tard, Kilika monte sa sœur, dressant tout le monde contre elle, et même Liam la déclare inapte à être princesse. Alors que l'histoire revient au présent, Emilia se retrouve une fois de plus dans cette même position vulnérable. Elle dit à sa sœur qu'elle va simplement partir, mais Kilika n'a clairement aucune intention de la laisser s'en aller si facilement. Quand sa sœur l'appelle à nouveau cette absurdité de flétrissure, Akira s'avance et dit à la princesse d'arrêter. Quand Kilika exige de savoir qui il est, Akira répond qu'il n'est qu'un assassin de passage. Quand l'assassin demande ce qu'Emilia a exactement fait, la princesse montre son bras et accuse sa sœur de l'avoir empoisonné. À ce moment, Kilika s'approche d'Akira et ses yeux commencent à luire. Emilia lui crie de ne pas regarder dans les yeux de sa sœur, mais il est déjà trop tard. La peur l'envahit alors que Kilika utilise sa compétence de contrôle hypnotique sur Akira, déclarant que son cœur lui appartient désormais. Emilia exige avec colère que sa sœur annule le sort immédiatement, mais alors que les deux se disputent, Akira les fait taire calmement, révélant qu'il n'a jamais été affecté par l'enchantement. Nui explique que les compétences mentales échouent lorsque le niveau de la cible dépasse celui du lanceur, bien que Kilika refuse d'accepter qu'un simple paysan puisse être plus fort qu'elle. Akira dit alors à la princesse de retirer ses fausses accusations et de laver le nom de sa sœur, insistant sur le fait qu'Emilia ne pourrait jamais commettre un tel crime. Enragé, Kilika ordonne à ses soldats d'éliminer Akira sur le champ. Mais avant qu'il ne puisse déchaîner son pouvoir, le roi elfe apparaît et ordonne à tous de se retirer. Il exige une explication pour ce qui s'est passé pendant son absence et réalise rapidement que Kilika a jeté un sort d'hypnose sur les gardes. Le roi lui dit sévèrement de dissiper la magie immédiatement, puis se tourne vers Emilia et Akira, présentant des excuses au nom de sa fille. Quand le roi ordonne à Akira de partir, Emilia s'avance pour le défendre, mais le roi précise qu'il désapprouve que des étrangers mettent le pied sur le sol elfique. Sa colère s'intensifie quand Emilia déclare que si Akira doit partir, elle ira avec lui. Akira affirme calmement qu'Emilia a tout à fait le droit de faire ses propres choix, et quand le roi tente de contester cela, Akira serre sa lame en guise d'avertissement pour ne pas la forcer. Alors que Liam reprend conscience et rapporte comment l'assassin l'a vaincu, le roi réalise que la force d'Akira n'est pas que des paroles et décide de le tester directement en organisant un duel contre Kilika. Il déclare que le perdant obéira au vainqueur. Alors qu'il se dirige vers le grand arbre où la bataille aura lieu, Akira interroge la princesse sur le soi-disant enfant de la désolation. Emilia explique que c'est une ancienne légende qui dit que lorsque des jumeaux naissent, l'un d'eux sera différent de ses parents et apportera la ruine sur ses terres. Dans son cas, ce sont la couleur de ses cheveux et de ses yeux qui la distinguent. Bégard remarque que de telles croyances ont été depuis longtemps rejetées comme de la superstition, et Akira dit discrètement à Emilia qu'il aime en fait ses traits uniques, la faisant rougir. Alors qu'ils approchent de de l'arbre, la tension monte, et Emilia avertit Akira de rester vigilant car le duel est sur le point de commencer. Kilika tire son épée tandis qu'Akira prévoit d'utiliser son épée rengainée, et quand Kilika le lui fait remarquer, il se moque d'elle en disant qu'il ne veut pas la tuer accidentellement. Le roi lance le duel, et peu importe les efforts de Kilika, Akira s'échappe comme une brise, esquivant chacune de ses attaques sans effort. Akira joue ensuite avec elle un moment, mais la dame devient sérieuse et utilise sa magie de renforcement ultime qu'elle a perfectionnée au fil des ans. Elle envoie des vagues de vent tranchant l'air avec son épée, mais avant qu'elle ne puisse rester excitée longtemps, Akira la fait trébucher et pose son épée sur son épaule. Il lui dit que sa sœur la loue et lui demande si elle pourrait simplement redevenir amie avec elle. Kilika cependant méprise l'idée de faire la paix avec elle et devient folle. Pendant un instant, Akira a du mal à se défendre et dit à son chat de protéger Emilia. Kilika déverse ses émotions dans la bataille, criant que sa sœur lui a tout pris. Alors que le combat fait rage, Kilika se souvient de son passé. Emilia s'était avérée être une médium spirituelle légendaire, quelqu'un à travers qui le monde lui-même se plierait. Les elfes se réjouirent, croyant que leur terre serait désormais à jamais en sécurité, mais depuis ce jour, Kilika perdit toute l'attention et l'admiration qu'elle avait autrefois. En y pensant, Kilika perd complètement le contrôle et pour la protéger, Liam se précipite avec une brindille purificatrice d'arbres sacrés. Emilia active ses pouvoirs et toute la magie hypnotisante de Kilika s'évanouit en un instant. Kilika attaque à nouveau et Akira réalise que s'il esquive ce coup, d'autres personnes à proximité pourraient être blessées, ne lui laissant d'autre choix que d'activer sa magie des ombres et d'absorber toutes ses attaques. Comme prévu, la compétence commence à tout consommer dans sa portée, y compris la princesse elle-même, mais Akira la rappelle juste à temps et ordonne aux ombres de le dévorer à la place. L'énergie sombre tourbillonne autour de lui, couvrant tout son corps et formant une aura qui ressemble étrangement à la magie de renforcement des ombres. Quand Kilika charge une fois de plus, Akira dévie son attaque avec facilité, la projetant à travers le champ. Alors que son épée lui échappe, Liam et Emilia s'avancent. Il devient clair que Liam n'avait jamais été sous son sort hypnotisant, et quand Kilika crie, suppliant d'être puni pour ses péchés, le roi déclare solennellement que c'est lui qui mérite la punition. Le vieil homme admet qu'Emilia n'a jamais rien volé à sa sœur, mais plutôt
c'est lui qui était responsable de tout lui prendre. Le roi lève le sort de blocage de mémoire qu'il avait placé sur Kilika, lui restaurant ses souvenirs perdus. Kilika se souvient comment elle s'entraînait autrefois dans le donjon, où elle n'était autorisée à s'aventurer que jusqu'au 3e étage. Lors d'une de ces sessions, une figure mystérieuse lui a remis un orbe verdâtre, affirmant qu'il l'aiderait à devenir plus forte en invoquant de puissants monstres. Faisant naïvement confiance à ses paroles, Kilika activa l'orbe, libérant une épaisse fumée d'où émergèrent des ogres monstrueux. Repoussée par la force, elle paniqua et s'enfuit du donjon, croyant que la bête du labyrinthe ne pouvait pas franchir ses limites. Cependant, à son horreur, les ogres s'échappèrent d'une manière ou d'une autre, menaçant la sécurité de son peuple. Réalisant le danger, Kilika se précipita pour les arrêter et se battit désespérément contre les gobelins et les ogres. Liam et les autres vinrent la défendre, mais dans le chaos, le pauvre garçon fut impitoyablement tué par l'un des gobelins sous ses yeux. De retour au présent, le vieil homme dit à sa fille que Liam est en fait mort ce jour-là et qu'il n'avait d'autre choix que d'effacer ce souvenir de son esprit. Il explique que c'est Emilia qui a sauvé tout le monde avec son incroyable maîtrise des sorts, créant 2 sorts puissants connus sous le nom de magie de gravité et de résurrection. La magie de résurrection a réussi et a ramené Liam à la vie, mais le roi note que les gens ont pu sembler distants d'elle parce qu'elle était la seule à ignorer ce qui s'était réellement passé. Il dit qu'en cachant cette vérité, un mur s'est formé inconsciemment entre eux, un mur qui n'a fait que s'alourdir avec le temps. Il révèle qu'il a demandé à Kilika de mener la bataille afin qu'elle puisse retrouver la fierté de sa propre force et cesser de dépendre entièrement de sa capacité à hypnotiser. Akira réalise qu'il était utilisé dans le cadre de ce plan, mais le vieil homme admet que les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu. Liam confesse alors que son but était de maintenir les sœurs séparées avant que la haine de Kilika ne puisse devenir plus forte, mais ce faisant, Emilia a fini par être exilée. Quand Kilika demande si Liam a jamais été sous son contrôle, le roi explique que pendant la résurrection, une feuille de l'arbre sacré a fusionné avec son corps, annulant complètement sa compétence hypnotique sur lui. Liam s'excuse sincèrement auprès de Kilika, et elle comprend enfin que ce qu'elle pensait autrefois être la pitié de tous n'était que leur inquiétude pour elle. Elle ressent un profond regret d'avoir en voulu à sa sœur, qui avait corrigé ses erreurs depuis le début et se traite de folle. Emilia la rassure en disant que son vrai moi est gentil et attentionné au fond. Les 2 sœurs s'embrassent, tandis que les elfes se précipitent pour soigner les blessures de Kilika. Liam dit à Akira que même sans compter sur sa compétence hypnotique, tout le monde adore naturellement la petite princesse et tout ce qu'ils ont toujours voulu, c'est qu'elle réalise cette vérité elle-même. Alors que la nuit tombe et qu'un grand festin est organisé, Akira demande au roi elfe si cela signifie qu'il a gagné. Le roi sourit et répond que la célébration est en son honneur. Akira dit alors que tout ce qu'Emilia décidera de faire à partir de maintenant est entièrement son choix, et le roi hoche la tête, tenant parole et acceptant la proposition. Le vieil homme demande ensuite à Firiro où il compte aller ensuite, et Akira répond qu'il a l'intention de voyager vers le continent des hommes bêtes parce que son familier lui a dit que la Terre est remplie d'armes puissantes qui pourraient lui être utiles. Plus tard cette nuit-là, quand Emilia est seule avec Akira, elle lui demande timidement de l'appeler par son nom. Quand il le fait, elle rougit profondément et le fait répéter encore et encore en jouant. Elle lui dit ensuite que peu importe où il ira, elle le suivra et promet de toujours rester à ses côtés. Pendant ce temps, Tsukasa et les autres sont déjà partis pour le continent des bêtes au lieu d'attendre Akira, car les monstres de Yamato ne leur donnent plus assez de points d'expérience, et à part Kyusuke et Tsukasa qui ont déjà de puissantes armes, le reste du groupe a besoin de meilleurs équipements, faisant du continent des bêtes leur meilleure prochaine destination. Le lendemain, Akira et Emilia se préparent à partir, et tout le monde se rassemble pour leur dire au revoir. Kilika tient chaleureusement la main de sa sœur et lui dit qu'elle a fêté la bienvenue pour revenir quand elle le souhaite. Liam demande à notre héros de prendre soin de la princesse et Akira répond en lui demandant de faire de même de son côté. Le roi elfe fait allusion à un possible engagement entre Liam et la 2e princesse, ce qui les fait rougir tous les deux de gêne. Il annonce ensuite que des gardes escorteront Akira jusqu'au port. Quand Akira fait remarquer que le port est assez loin, le roi explique qu'il y a eu plusieurs incidents d'enlèvement dans la région et que c'était la raison pour laquelle il était revenu tôt de son inspection. Emilia tient le bras d'Akira et remarque que son père s'inquiète trop même si Akira est assez fort pour se débrouiller seul. Tout le monde veut les escorter ensemble, bien que Hera ne semble pas trop ravie de la compagnie supplémentaire et les rejette. En chemin, Akira demande discrètement à Knight pourquoi il se comporte si calmement autour du roi. Le chat explique qu'il voulait éviter d'attirer l'attention et de causer des problèmes inutiles. Ils discutent ensuite de la façon dont le Seigneur Démon peut voir et entendre à travers le chat, bien qu'il ne puisse pas interférer avec ses actions. Knight clarifie ensuite qu'il n'a aucune intention de trahir Akira. Akira pose au chat une question difficile, le faisant choisir son camp s'il devait un jour s'opposer au Seigneur Démon, mais Knight évite seulement de répondre, promettant de régler cette question le moment venu. Emilia s'extasie sur la façon dont Akira est cool et plaisante en disant que peut-être même le Seigneur Démon veut s'entendre avec lui.
Knight considère cela comme une possibilité, expliquant que la magie des ombres est inconnue dans ce monde et qu'Akira avait réussi à l'envelopper dedans lors de leur dernier duel. Akira dit qu'il n'a fait cela que pour empêcher Kilika d'être consumée par l'énergie, mais Knight insiste sur le fait que le mouvement mérite un nom approprié et suggère de l'appeler linceul d'ombre. Soudain, Akira sent quelque chose d'inhabituel et ordonne immédiatement à la calèche de s'arrêter. Il explique que sa compétence de détection de présence a repéré un mouvement à proximité, bien qu'il semble que les bandits possèdent également la même capacité. Ils ont pris une elfe en otage, espérant l'utiliser comme levier pour une victoire facile. Quand il remarque la couleur des cheveux d'Emilia, il réalise qu'elle est la princesse et célèbre ce qu'il croit être le jackpot. Les bandits mentionnent leur seigneur nommé Graham, se vantant qu'il les récompensera grandement pour cette prise, mais avant qu'ils ne puissent profiter de leur succès, Akira active dissimulation de présence et les élimine rapidement. Ensuite, Akira interroge les escortes sur cette personne nommée Graham, et ils se souviennent d'un noble nommé Graham qui réside à Uruk, la plus grande nation des hommes bêtes. Akira ordonne aux escortes de livrer les bandits capturés au roi elfe et quand ils protestent qu'ils sont censés accomplir leur devoir d'escorte, Knight leur dit que la mer est déjà proche. Bientôt, le trio atteint le port et parvient à obtenir un navire pour leur prochaine destination. Alors qu'ils embarquent, Akira partage son plan de monter de niveau et de réparer ses armes une fois qu'ils atteindront le nouveau continent. Emilia demande curieusement s'il veut toujours devenir plus fort et Akira admet que son but est de devenir aussi puissant que possible afin de pouvoir venger sa reine. Meg mentionne un labyrinthe situé en centre-ville qui pourrait l'aider à gagner de l'expérience, mais dit aussi qu'il préfère se reposer car le voyage à venir est long. Emilia, quant à elle, est ravie car c'est sa première fois en voyage par mer. Elle imagine regarder les couchers de soleil et observer les étoiles aux côtés d'Akira. Mais au lieu de partager son enthousiasme, il passe la plupart de son temps enfoui dans les livres. Apparemment, le père d'Emilia lui avait offert une collection entière et Akira a maintenant l'intention de les lire tous. Tout au long du voyage, Emilia fait de son mieux pour profiter de l'expérience, pourtant tout ce qu'Akira fait est de lire ou faire la sieste, reconnaissant à peine ses tentatives de conversation. Quand ils arrivent enfin à Yurok, Akira remarque que seuls les humains font tout le travail difficile tandis que les hommes bêtes errent librement. Alors qu'ils se déplacent dans les rues, un groupe d'hommes bêtes s'approche et exige qu'Akira leur remette la jeune elfe. Ne voulant pas attirer l'attention inutilement, Akira utilise immédiatement sa magie des ombres pour les aveugler temporairement, neutralisant la menace sans faire de scène. Alors qu'ils se promènent en ville, Akira remarque à quel point tout le monde semble mal à l'aise autour d'eux. Emilia demande discrètement à Knight si les gens ne l'aiment pas ou quelque chose, et le chat répond que les habitants de ce continent ont toujours détesté les chats noirs. Réalisant qu'il doit y avoir une longue histoire derrière cela, Akira décide de ne pas insister et se dirige plutôt vers un hôtel voisin. En chemin, la même fille d'avant espionne Akira. Akira reste complètement inconscient de sa présence. Après avoir dîné, le groupe monte dans sa chambre pour se reposer pour la nuit. Même s'il y a 2 lits séparés, Emilia insiste pour partager le même, laissant Akira maladroitement silencieux, tandis que Knight s'éclipse, disant qu'il a des affaires privées à régler. Plus tard, quand Emilia sort de la douche, Akira fait semblant de dormir pour éviter toute gêne, ce qui fonctionne juste assez bien pour lui épargner d'autres embarras. Le lendemain matin, Knight revient et les informe qu'ils auront bientôt un invité. Peu de temps après, un homme nommé Crow, un forgeron, arrive et se réfère à Knight comme le cauchemar d'Adoria. Knight présente Crow comme la raison pour laquelle il a amené Akira sur le continent des bêtes, expliquant que Crow est le meilleur forgeron du monde entier. Akira lui tend son katana, demandant des réparations et demande également environ 20 armes de lancer. Crow accepte mais exige un prix élevé pour le travail. Knight explique que Crow faisait autrefois partie du groupe du héros précédent, ce qui rend son expertise inégalée. Laissant derrière lui une facture détaillée, Crow prend l'arme d'Akira et lui dit de le contacter une fois qu'il aura réuni suffisamment de fonds et de matériaux. Knight rassure Akira que cet homme est le seul capable de manipuler son katana, bien que ce qui inquiète Akira est de savoir comment il va gérer le paiement et les ressources nécessaires. Knight conseille à notre héros de se rendre au donjon pour régler la question du paiement et en mentionne un appelé brut, bien qu'il avertisse que le donjon est restreint par le rang d'aventurier. Akira ne s'en soucie pas vraiment car il est sûr qu'il trouvera une solution de toute façon. Juste à ce moment-là, Emilia part après Crow qui n'a pas dit grand-chose et Akira dit à Knight de la suivre pendant qu'il fait des recherches avant de se rendre lui-même au donjon. Emilia trouve le forgeron et commence à parler du groupe du dernier héros, disant comment seul le héros et les hommes bêtes ont survécu. Crow suppose qu'elle doit être ici pour le blâmer pour l'elfe de leur groupe qui n'a pas survécu, mais Emilia le surprend avec une demande inattendue, lui demandant de lui apprendre à se battre. Crow refuse immédiatement, disant qu'il a juré de ne plus jamais prendre d'apprentis, car ils finissent soit morts, soit s'enfuient. Emilia insiste qu'elle ne fera ni l'un ni l'autre et exprime à quel point elle veut se battre aux côtés d'Akira, expliquant à quel point elle est faible en comparaison. Quand elle n'écoute toujours pas, Crow appelle Knight et lui rappelle qu'il n'a accepté de s'occuper que de la partie forge. Knight dit qu'Emilia n'est pas son maître et dit aussi à l'homme bête d'arrêter de l'appeler le cauchemar d'Adoria. Quand Emilia demande curieusement si son ancien nom n'était pas Chat Noir, Knight commence à raconter une histoire d'il y a 100 ans, disant qu'à l'époque, Adoria était la ville la plus prospère de tout le continent des hommes bêtes. Mais en punition pour avoir envahi le territoire des démons, il lui fut ordonné d'attaquer cette ville même. Knight explique que sa mission originale n'avait été que d'intimider ceux au pouvoir, mais les choses ont horriblement mal tourné lorsque ses instincts monstrueux ont pris le dessus et il a perdu le contrôle.
Le chat se transforma en un chien à 3 têtes comme Cerbère et se déchaîna, noyant Adoria dans le chaos et le sang. À cause de ce jour, les habitants du continent commencèrent à l'appeler le cauchemar d'Adoria, et depuis lors, les chats noirs sont devenus un symbole de peur pour eux. Akira écoute tranquillement puisque leurs pensées sont liées et réalise que tout ce qu'il entend est exactement ce à quoi il s'attendait, bien qu'au fond de lui, il souhaite ne pas l'avoir entendu du tout. Knight continue en disant que cette destruction non désirée était la raison pour laquelle il avait autrefois perdu la volonté de vivre. Mais il soutient que les choses ont changé maintenant et qu'une telle tragédie ne se reproduira plus tant que son maître veillera sur lui. Il explique qu'il est maintenant devenu le familier d'Akira et que son nom n'est plus le cauchemar d'Adoria, mais simplement Knight. Crow explique qu'il n'a jamais gardé rancune à Knight pour ce qui s'est passé car il savait que le chat n'avait été qu'un outil au service du Seigneur Démon. Mais le vrai rebondissement arrive quand Crow révèle qu'il n'a même jamais cherché à se venger du Seigneur Démon parce que celui qui a vraiment assassiné sa sœur était quelqu'un d'autre. Alors que sa sœur essayait d'aider les gens après le désastre, elle a croisé le chemin du noble Graham Cluster qui l'a écrasé sans pitié. Emilia demande s'il a jamais vengé sa sœur, mais Crow dit qu'il croit qu'elle n'aurait pas voulu cela car elle était bien trop gentille pour souhaiter la mort de qui que ce soit. Emilia le confronte disant qu'il utilise juste la gentillesse de sa sœur comme excuse pour fuir le monde et éviter d'affronter sa douleur. Les mots frappent fort et la colère de Crow s'enflamme, mais Emilia lui dit qu'elle était la même autrefois, fuyant ses propres sentiments jusqu'à ce qu'Akira lui montre à quel point elle se trompait. Même alors, Crow refuse de la prendre comme apprentie et lui dit de partir. Juste à ce moment-là, le chaos éclate alors que des monstres envahissent la ville et font des ravages. Emilia intervient pour protéger les habitants en utilisant sa magie de gravité, tout en demandant à Knight d'aider à sauver le reste. Alors qu'elle retient les démons, un étrange brouillard bleu se répand dans les rues et de l'intérieur apparaît le même démon responsable de l'incident qui a failli endormir Liam pour toujours. Il se présente enfin comme Aurum Tress et lui dit que le Seigneur Démon lui a ordonné de ne pas la laisser mourir. Aurum joue de sa flûte et remplit l'air de ce brouillard grouillant de monstres avant d'y enlever Emilia. Pendant ce temps, Akira est occupé à abattre les bêtes de son côté, quand Knight se connecte à lui pour expliquer ce qui s'est passé et s'excuse de ne pas avoir réussi à protéger Emilia. Au moment où Akira l'entend, il sent sa poitrine se serrer et part en courant, incapable de supporter l'idée que quoi que ce soit lui arrive. En chemin, il attrape une lame et tranche toutes les créatures sur son passage jusqu'à ce que Knight le rattrape, mais Akira lui dit de reculer alors qu'il active un sort appelé Enfer Ténébreux. Ses émotions s'emballent et il se perd dans une rage pure, contrairement à tout ce qu'il avait jamais ressenti sur Terre, absorbant chaque parcelle de magie et chaque monstre autour de lui dans les ténèbres. À ce moment-là, il réalise que pour la première fois depuis sa famille, il y a enfin quelqu'un de vraiment précieux pour lui. Il pense à Emilia et s'effondre d'épuisement après avoir utilisé une magie si puissante. Knight se précipite pour vérifier son maître et la magie des ombres s'active à nouveau d'elle-même, forçant le mode de guérison comme avant. Le linceul d'ombre enveloppe Akira et il récupère son mana en quelques secondes, tandis que Knight observe en silence stupéfait, la bouche ouverte. Quelque temps plus tard, Akira se réveille sur un lit chez Crow et demande où il est. Knight explique qu'il l'a transporté ici après qu'il se soit effondré. Akira apprend qu'il est resté inconscient pendant plus d'1 jour et 5 heures et qu'il a failli mourir à cause d'une grave déplétion de mana. Il demande ce qui s'est passé ensuite et Knight lui dit que sa magie des ombres s'est réactivée d'elle-même, utilisant le mana stocké pour le guérir. Le chat marmonne que tout ce phénomène défie toute logique et demande à son maître quel genre de magie c'est. Akira admet qu'il est tout aussi ignorant et dit qu'ils le découvriront plus tard car il y a une affaire plus urgente à régler. Il se lève, sort de la pièce et remercie Crow de l'avoir laissé utiliser le lit, lui disant d'ajouter le loyer à sa note. Quand Crow voit Akira se préparer à partir, il lui demande si Akira sait même où chercher Emilia, soulignant qu'elle pourrait déjà être profondément à l'intérieur du territoire des démons maintenant. Mais Akira ne ralentit pas d'un pouce et répond simplement que même si elle l'est, il n'hésiterait pas à y aller lui-même. Crow dit à Akira de se calmer et lui rappelle que charger directement au combat contre des démons sans équipement approprié n'est rien d'autre qu'un suicide. Akira serre les dents de frustration et affirme qu'il se débrouillera, mais Crow essaie de le convaincre et lui offre son équipement. Il explique qu'il a divisé l'arme originale d'Akira en 2, disant que les dagues conviennent bien mieux à un assassin qu'une épée, et lui dit qu'il ferait mieux de le rembourser car il a payé le coût des matériaux de sa propre poche. Il tend ensuite une bague à Akira, expliquant qu'elle a parfois été forgée par le 2e ou le 3e héros. La bague porte une inscription ancienne qui dit qu'elle mènera son porteur où il le souhaite, et quand Crow le voit la lire avec tant d'attention, il lui demande comment il peut la comprendre. Akira répond que c'est écrit dans la langue de son monde. Crow explique alors que, comme le dit la bague, elle possède le pouvoir de révéler l'emplacement de n'importe quel endroit désiré par son porteur. Akira glisse rapidement la bague à son doigt et une lumière en sort, indiquant la direction du labyrinthe brutal. Crow dit qu'Emilia est toujours dans le labyrinthe. Akira le remercie pour tout et part avec Knight. Alors qu'ils avancent, Knight se plaint que son maître devrait arrêter d'être aussi imprudent après ce qui s'est passé la dernière fois, et Akira est d'accord, sachant que s'il meurt, le destin de Knight sera également scellé. Alors que la nuit s'épaissit, Aurum est occupé à expérimenter son art démoniaque de contrôle absolu. Il s'est toujours demandé ce qui se passerait si le sort était lancé sur des humanoïdes, et maintenant il l'a utilisé sur Emilia.
Bien qu'il ne parvienne pas à prendre le contrôle total de sa volonté, il la rend complètement immobile avec succès. Emilia parvient à parler et demande au type pourquoi ils sont dans le labyrinthe. Aurum répond calmement qu'il attend son supérieur, puisque le second du démon peut utiliser des cercles de téléportation, alors que lui, étant le troisième, ne le peut pas. Il dit ensuite qu'il est prêt à partager toutes les informations qu'elle désire, car il s'ennuie, et plaisante même en disant que l'assassin pourrait apparaître pendant leur discussion, mais qu'il n'aurait aucune chance contre lui. Quand la princesse elfe grince des dents de colère, il lui dit de ne pas s'inquiéter car le seigneur démon la veut vivante, et qu'il ne peut donc pas la tuer. Pendant ce temps, Akira utilise la bague et réalise qu'Emilia essaie beaucoup plus profondément dans le labyrinthe. Juste à ce moment-là, la fille espionne d'avant apparaît et lui dit qu'elle a quelque chose d'important à partager. Quand elle demande à être emmenée là où se trouve Emilia, Akira la saisit par le col et la soulève, menaçant de mettre fin à sa vie sur le champ, selon qui elle est. La dame panique rapidement et dit qu'elle a utilisé son tracker d'odeur pour trouver l'emplacement d'Emilia et a remarqué qu'Akira se dirigeait dans la même direction. Quand Knight souligne que cette compétence n'appartient qu'aux hommes-bêtes, la femme se présente comme Leia Légume, la première princesse de la nation homme-bête d'Uruk. Elle explique ensuite que son peuple a appris le plan du seigneur démon de capturer la princesse Emilia. Akira reste méfiant et lui demande pourquoi elle n'est pas venue le voir plus tôt, ce à quoi Leia répond qu'elle recueillait d'abord des informations et des preuves, car elle pensait qu'il ne lui ferait jamais confiance sans cela. Akira utilise à contre-cœur ses yeux du monde sur elle, n'ayant pas d'autre choix, et confirme que ce qu'elle dit est vrai. Il l'interroge ensuite sur sa compétence de barrière spirituelle, ce qui l'attend, se demandant comment il peut savoir cela. N'ayant plus d'autre option, Leia explique que contrairement aux barrières normales, sa magie peut être lancée sur des cibles en mouvement. Elle lui dit ensuite que le seigneur démon est après la magie de résurrection d'Emilia et sans perdre une seconde de plus. Akira saute sur le chat et dit à Leia de venir, croyant que sa compétence sera utile pour sauver Emilia. Leia sourit faiblement et saute aussi. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, Aurum révèle à Emilia que le seigneur démon cherche sa magie de résurrection. Emilia semble perplexe, se demandant pourquoi les démons voudraient cela puisqu'ils ne meurent presque jamais. Mais Aurum admet que même lui ne le comprend pas non plus. Il révèle ensuite toutes les informations qu'il a recueillies sur sa magie, en particulier comment elle ne peut pas être réutilisée pendant plusieurs jours une fois activée. Il sourit en coin en lui rappelant qu'elle l'a déjà utilisée sur elle-même, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas ressusciter Akira une fois qu'il mourra de sa main. Aurum sourit plus largement, disant qu'il a hâte de voir l'expression sur son visage quand ce moment viendra. De retour à Akira, il a demandé à la jeune femme ce qu'elle faisait à Redis lors de leur première rencontre. Leia explique que sa famille a été kidnappée par une gelée noire. Elle révèle qu'avant de devenir membre de la royauté, elle n'était qu'une inconnue vivant dans un petit village. Un jour malheureux, une gelée noire est apparue et a avalé tous les villageois. Elle pense que c'était une sorte de créature expérimentale qui s'était échappée. Akira se demande si ce n'est pas la même qui a aussi avalé Emilia. Leia continue, disant qu'après cet incident, ses capacités ont été reconnues et elle a été accueillie comme princesse. Elle a utilisé son autorité nouvellement acquise pour enquêter sur la vérité, ce qui l'a finalement menée au royaume de Redis. Elle lui dit que, outre les siens, de nombreux hommes bêtes, humains et même quelques elfes ont été capturés et sacrifiés pour accomplir le rituel d'invocation du héros. C'est pourquoi elle était présente lors de l'arrivée des soi-disant héros. Akira admet qu'il est l'un de ceux qui ont été invoqués et demande si elle le méprise aussi, mais Leia reste calme et dit qu'il n'est pas à blâmer, comme lui, elle méprise aussi le roi et la princesse. Akira souligne alors à quel point toute l'histoire de l'invocation pour combattre l'invasion démoniaque semble suspecte. Le chat parle soudainement, disant que c'est un mensonge complet puisque le Demon-Camp n'a pas commencé de guerre depuis des siècles. Pendant qu'ils en discutent, ils atteignent enfin l'entrée et y sautent. Malheureusement, pour descendre aux étages inférieurs, ils devront se frayer un chemin à travers plusieurs monstres puisqu'il n'y a pas de raccourci. Akira s'impatiente à nouveau et dit qu'il utilisera sa magie des ombres pour dégager le chemin, mais le chat le convainc de ne pas gaspiller son énergie et de lui laisser les petits combats. Knight semble hésitant, craignant que la transformation ne lui fasse perdre ses sens, mais Akira le rassure en disant qu'il gardera un œil et lui dit d'y aller. Le chat se transforme en sa forme de cerbère et Akira et Leia sautent tous deux sur son dos. Knight charge follement à travers le labyrinthe, commençant à perdre le contrôle de ses instincts, mais quand Akira crie son nom, il se ressaisit et retrouve sa concentration. Knight admet qu'entendre la voix d'Akira l'aide à rester conscient, alors Akira lui dit de continuer à parler pour rester ancré et poursuivre leur discussion précédente sur les démons. Alors que le saut sur le corps de Knight passe du rouge au jaune, il déploie des ailes et continue de descendre plus profondément dans le labyrinthe. En descendant, Knight explique que les premiers seigneurs démons ont effectivement attaqué les autres races, et en guise de vengeance, les Demon-Camp ont été chassés vers le continent volcanique stérile. Même si les temps ont changé, les derniers seigneurs démons sont toujours considérés comme des symboles du mal, et quiconque en vainc un est salué comme un champion. Il poursuit en disant qu'il y a plusieurs générations, l'épouse d'un seigneur démon a été tuée par un intrus alors qu'elle était seule. Le meurtrier n'était pas un héros, juste un fou en quête de gloire. Knight ajoute que le seigneur démon de cette époque était un esprit doux qui chérissait profondément tout le monde. Akira trouve l'histoire dégoûtante, mais admet que si le seigneur démon actuel a vraiment ordonné l'enlèvement d'Emilia, il ne le laissera pas s'en tirer si facilement.
Knight lui dit que tous les démons ne sont pas les mêmes. Certains sont cruels, tandis que d'autres ne cherchent que la paix. Bientôt, ils atteignent l'endroit où Emilia est retenue captive et Akira lance un regard furieux au démon qui se tient devant lui, exigeant qu'il la libère immédiatement. Il fait signe à Leia de lancer sa barrière pour se protéger. Quand Orum aperçoit Knight, il semble surpris, disant qu'il n'aurait jamais cru que le chat puisse se transformer en cerbère. Knight s'effondre d'épuisement et Akira lui dit de se reposer, disant qu'il en a assez fait. Emilia s'excuse, se blâmant pour tout, mais rougit quand Akira lui dit qu'il n'est pas question qu'il la laisse partir avec quelqu'un d'autre. Tirant ses lames, Akira charge le démon. Juste à ce moment-là, la bête de main droite du Seigneur Démon apparaît et dit à Orum que le Seigneur Démon lui a ordonné d'amener Akira au château. Orum refuse, affirmant que le seul ordre dont il se souvient était de tuer l'assassin, et il l'a même traité de nuisance. Knight peut à peine croire ce qu'il entend alors qu'Akira lance une attaque surprise, mais Orum la bloque sans effort. La bataille éclate dans le chaos, Akira frappant sauvagement tandis qu'Orum contre facilement chaque coup, du sang gicle alors qu'Akira reçoit de multiples coups. Pourtant, aucun d'eux ne s'avère fatal grâce à la barrière de Leia, le maintenant à peine debout. Orum commence à célébrer sa victoire précoce, mais Akira active soudainement sa magie des ombres appelée Bête de l'ombre. Une énergie sombre se rassemble là où son sang a été versé et plusieurs créatures ressemblant à des loups en surgissent, chargeant le démon et lui infligeant de lourds dégâts. Akira saisit l'occasion et attaque directement tandis qu'Orum lutte pour se défendre, submergeant le troisième commandant du Seigneur Démon. Cependant, Orum sourit en coin et sort une flûte, en jouant pour invoquer des monstres à l'aide. Akira ne peut pas réutiliser sa magie des ombres juste après l'avoir fait, mais alors que les monstres attaquent, Leia se force à lancer sa barrière spirituelle inversée, sauvant Akira du coup. L'effort draine complètement son mana et elle s'évanouit. Orum affaibli par le contre-coup, Emilia se libère enfin, Akira lève sa lame pour achever le démon mais il hésite. Peu importe ses efforts, il ne peut se résoudre à le tuer à cause de l'apparence si humaine d'Orum. Pendant qu'il lutte avec ses pensées, le second du Seigneur Démon, Mihiro, apparaît et demande calmement à Akira si Orum s'est avéré être un mauvais adversaire pour lui. Pendant ce temps, Akira doute si ce qu'il a fait était le bon choix ou non. Knight parle à notre garçon par télépathie et lui conseille d'éviter un duel direct avec Mihiro, et Akira accepte sans discuter. Mihiro claque des doigts juste après et enveloppe Orum de magie avant de le jeter de côté, et il esquisse un petit sourire en claquant à nouveau des doigts et en effaçant toute trace de magie dans la zone, y compris la barrière de Leia. Il vise ensuite Emilia avec sa magie et affirme qu'il n'a fait cela que pour la transporter plus facilement, et Akira commence à s'inquiéter en regardant Mihiro avec une intention de meurtre pure et simple. Knight dit à Akira de garder son calme quoi qu'il arrive et lui rappelle que se mettre en colère ici ne changera pas le fait que c'est un combat qu'il ne peut pas gagner, et pendant qu'Akira réfléchit à un moyen de sauver Emilia, Mihiro commence à se plaindre d'avoir été envoyé ici pour une tâche insignifiante d'enlèvement d'une seule princesse. Le second commandant lance ensuite une magie de barrière avec un autre claquement de doigts et affirme qu'il en a marre de courir après les fuyards, ne laissant à Akira aucune voie d'évasion. Akira sait qu'il a déjà utilisé sa magie des ombres et sa présence dissimulée ne l'aidera pas non plus. Et alors qu'il dépose doucement Emilia, le second du Seigneur Démon lui pose soudainement une question au hasard, lui demandant si Oda dans son nom signifie rizière. Akira comprend rapidement et Mihiro révèle qu'il vient aussi du Japon mais affirme qu'il est différent d'eux. Il se présente comme Mihiro Abe. Notre gars se demande pourquoi quelqu'un comme lui travaille avec les démons. Mihiro menace de le tuer et de prendre la princesse par la force et commence immédiatement son attaque. Akira le charge mais Mihiro déclenche un autre coup qu'il esquive de justesse. Quand Mihiro attaque à nouveau, Akira active sa magie des ombres pour l'absorber. Le sbire du Seigneur Démon trouve cette magie intéressante mais note qu'Akira semble manquer de mana. Akira grince des dents tandis que Mihiro admet que même s'il veut voir la magie des ombres à son plein potentiel, il ne veut pas prendre de risques. Il prépare un autre sort, mais Knight se lève et dit à son maître qu'il a récupéré. Mihiro demande au chat s'il a changé de camp et Knight explique qu'il ne sert plus le Seigneur Démon. Knight demande à Akira de rompre leur pacte car il veut abattre le sbire du Seigneur Démon avec lui dans une autodestruction suicide. Akira n'aime pas l'idée et dit au chat qu'ils peuvent gérer ça ensemble. Knight lui rappelle qu'il l'avait mis en garde contre les actions imprudentes, mais Akira rétorque qu'il a déjà oublié cela. Knight se transforme alors en Saron Mitraille et affirme que c'est la seule forme capable d'avoir une chance contre Mihiro. Knight dit à Akira par télépathie qu'ils doivent se dépêcher car il ne peut pas maintenir cette forme beaucoup plus longtemps. Knight, sous la forme de Saren, lance sa pluie de jugement appelée marteau de lumière tandis que Mihiro essaie de lancer un sort pour la bloquer. Akira remarque que ces ombres sont amplifiées coup par la lumière et dit à Knight que c'est leur chance. Mihiro contre facilement de toute façon et lance un autre barrage d'attaque vers eux qu'ils esquivent. Akira active Voile d'ombre et se déplace pour approcher le second du Seigneur Démon, utilisant sa magie des ombres pour bloquer les coups entrants. Alors qu'il combat en synchronisation avec Knight, Akira s'enthousiasme en pensant à ce que ce serait de combattre aux côtés de Saren s'il était en vie, et il ressent une pointe de solitude en son absence.
Knight avertit Akira que la transformation se terminera bientôt, mais Akira lui dit de ne pas s'inquiéter et affirme qu'il terminera le duel avec sa prochaine attaque. Juste à ce moment-là, Mihiro claque à nouveau des doigts, mais rien ne se passe et Akira se moque de lui pour être à court de magie. Son excitation ne dure cependant pas longtemps car il ressent soudain une douleur aiguë et réalise qu'Emilia l'a poignardé de sa main, transperçant son abdomen. Emilia, reprenant conscience, panique et retire rapidement sa main alors qu'Akira s'effondre à plat sur le sol. Elle pleure sur lui, implorant son pardon, tandis que Knight reprend sa forme de chat et se précipite vers Akira pour le vérifier. Il devient clair que le sort de contrôle, appelé marionnette, a été utilisé par Mihiro au début de la bataille. Mihiro explique que sa magie tire 100% du potentiel de la cible, tout en y ajoutant ses propres pouvoirs, c'est pourquoi Emilia a été forcée de poignarder Akira. Akira refuse toujours d'abandonner ou de laisser Mihiro prendre Emilia. Il parle avec une ferme résolution, affirmant qu'il ne peut pas mourir sans au moins venger le commandant Saren, mais ensuite ses pupilles se dilatent et il s'évanouit. Au moment où il perd connaissance, le mode de guérison de la magie des ombres s'active et le répare instantanément. Mihiro, irrité par la persistance d'Akira, lance sa magie pour l'achever, mais à sa surprise, l'attaque est bloquée. Akira lévite dans les airs alors que la magie des ombres active le mode combat pendant qu'il reste inconscient. Elle déplace Akira en pilote automatique comme s'il était contrôlé par elle, telle une marionnette. Cela fait que Mihiro se plaint d'être effrayé. La magie des ombres prend le commandement du combat, faisant qu'Akira esquive facilement les coups de Mihiro, puis le lie avec la magie de liaison des ombres. Elle le menace même d'une voie robotique d'annuler le sort sur Emilia et de battre en retraite immédiatement. Mihiro refuse obstinément et alors que la magie des ombres commence à sermonner le pion du Seigneur Démon, il s'irrite et invoque son aiguille aquatique au-dessus d'Emilia. Akira revient à la réalité alors qu'il reprend le contrôle de son corps et saute immédiatement sur elle pour la protéger. Juste au moment où la magie est sur le point de transpercer, Crow intervient et la dissipe. Mihiro semble le reconnaître et demande comment il est encore en vie, soulignant que les hommes bêtes ne vivraient qu'environ 100 ans de plus que les humains au maximum. Crow affirme qu'il n'est peut-être pas à pleine puissance mais qu'il ne s'est pas tant affaibli que ça. Mihiro réalise qu'il est en infériorité numérique et se prépare à battre en retraite avec Orum et Crow le laisse partir, admettant à quel point il est généreux. Leia dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'il apparaîtrait, et Crow répond par une remarque stupide qu'il ne faisait que passer. Akira demande à Crow comment il connaît le démon. Mais alors qu'il commence à trembler, Crow lui dit de se reposer pendant qu'Akira s'évanouit à nouveau. Cette fois, il se réveille 3 jours et 5 heures plus tard pour trouver Emilia et Knight à ses côtés. Même s'il est ennuyeux qu'il ait été inconscient si longtemps, il est heureux qu'Emilia soit là avec lui cette fois. Crow frappe et entre, souriant de voir Akira éveillé. Akira demande des nouvelles de Leia Légume et apprend que Crow l'a renvoyé au palais. Crow amène ensuite de la compagnie et il s'avère que le groupe du héros est arrivé. Nate salue notre gars et les autres sont heureux de le voir aussi, même le sous-commandant Giles est là. Giles dit qu'il connaît Crow depuis un certain temps et a amené le groupe du héros car il cherchait des armes adaptées à leurs niveaux actuels. Akira sourit en les voyant et Kyusuke admet qu'il est heureux de le voir. Tsukasa explique comment Giles a aidé Kyusuke à lever toutes leurs malédictions. Kyusuke s'excuse auprès de notre gars, insistant sur le fait qu'il aurait dû le soutenir même lorsqu'il était maudit à l'époque. Tsukasa remercie également Akira, disant qu'il sait maintenant que sa malédiction a été levée grâce à lui, et ajoute qu'il n'aurait pas dû les laisser comme ça, et Akira sourit, sachant que ce n'était pas possible. Après une petite mise à jour, Akira demande à Giles s'il est normal qu'il quitte le palais royal comme ça. Giles explique qu'il a-t-il été en quelque sorte renvoyé de ses postes, puisque le roi ne voulait plus de l'ordre. Kyusuke dit ensuite qu'ils sont heureux de l'avoir retrouvé et lui demande de rejoindre leur groupe. Knight intervient, rejetant l'idée au nom d'Akira et disant que c'est tout ce dont Akira a besoin. Le chat se dispute avec le groupe du héros, mais Akira calme les deux parties. Il commence par dire qu'il est soulagé que tout le monde soit en sécurité et demande quel est leur plan. Tsukasa révèle leur intention de s'en prendre au Seigneur Démon. Knight se moque du groupe pour même penser qu'ils ont une chance contre le Seigneur Démon, manquant de déclencher une nouvelle bagarre. Akira ouvre ensuite la fenêtre et demande à Knight de leur laisser un peu d'espace. Il leur demande ensuite s'ils veulent vaincre le Seigneur Démon pour la gloire. Tsukasa n'est pas d'accord, disant qu'ils prévoient de l'utiliser comme levier pour que le roi Red Ace les renvoie sur leur planète d'origine. Ils soutiennent que si le roi a pu les amener ici, il doit savoir comment les renvoyer. Il demande humblement à notre gars de leur prêter sa force, mais Akira, en sachant plus qu'eux, souligne les problèmes de leur raisonnement. Il explique brièvement qu'il ne voit pas de négociation possible avec le roi, mentionnant les malédictions qu'ils ont utilisées et ce qu'ils ont fait à sa reine. Akira pense au sacrifice fait pour les invoquer, mais le garde pour lui, disant qu'il en discutera plus tard. Il soutient que le second du Seigneur Démon peut créer des cercles de téléportation et qu'il y a peut-être une chance que l'un d'eux puisse les relier au monde humain. Il leur assure qu'il infiltrerait le territoire démoniaque et ferait en sorte que le type révèle s'il pouvait faire cela. Mais d'abord, il doit s'occuper de certaines affaires. Kyusuke demande s'il pourrait l'aider, mais Akira refuse froidement. Il devient encore plus froid quand il leur dit de ne pas s'attendre à une protection, même s'il décide de les rejoindre finalement. Quand il parle de vouloir rentrer chez lui, Emilia part et Akira la suit. Giles remarque la tension et s'éclipse par une ruelle étroite, disant qu'il parlera à Crow des armes.
Pendant ce temps, le groupe du héros explose de colère contre Akira pour avoir parlé si durement et les avoir traités froidement. Tsukasa insiste sur le fait qu'il pense toujours qu'il est leur meilleure chance de rentrer chez eux, tandis que les autres disent qu'il aurait pu au moins essayer d'être doux. Même Kyusuke semble déçu après que toutes ses attentes se soient brisées. Akira suit Emilia jusqu'à une falaise au-dessus de la mer. La dame dit qu'elle sait déjà que le moment était proche où ils devront se séparer, mais admet qu'elle a peur de ce qui se passera quand ce moment arrivera. Elle s'excuse de l'avoir poignardé et dit que ça lui fait mal, même d'y penser, même si Akira ne cesse de lui dire que ce n'était pas sa faute. Emilia devient soudainement émotive et admet quelque chose d'encore plus sombre en disant qu'elle en est en quelque sorte heureuse, car elle sait qu'il l'oubliera une fois rentré chez lui, mais les blessures qu'elle lui a infligées ne s'effaceront jamais maintenant. Elle se dit horrible et sombre dans la négativité. Akira lui dit qu'il n'est pas doué avec les mots et lui avoue finalement à quel point elle est spéciale pour lui. Emilia dit qu'elle ne peut pas voir ce que les gens veulent vraiment avec ses yeux du monde et Akira répond que même lui ne sait pas ce qu'il attend. Akira s'approche lentement d'elle avec une forme rare de proposition, tirant sa dague. Il explique que dans son monde d'origine, un couple échange des anneaux lorsqu'il décide de rester ensemble pour le reste de sa vie. Comme c'est soudain et qu'il n'a pas pu lui trouver de bague, il lui tend la dague et lui demande de dessiner un anneau sur son doigt avec la lame, en lui disant qu'il supporterait volontiers cette blessure si c'est pour elle. La dame pleure en le serrant dans ses bras et lui avoue aussi son amour, et Akira grave également un anneau sur son doigt avec sa lame. Ils tendent leurs mains avec leurs anneaux économiques gravés dessus, et Akira lui demande son vœu en promettant qu'il essaiera de le réaliser. Emilia lui tient les mains et lui demande de promettre qu'il ne mourra pas, ne l'oubliera pas, ni ne la quittera et qu'il gardera toujours son attention sur elle. Akira lui promet et les deux partagent un moment romantique et tranquille au milieu de nulle part. C'est ici que cette vidéo se termine, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.